Voilà, on va parler maintenant d'argent. Imaginez un peu, c'est fort passionnant. Vous savez il y a déjà mon chroniqueur qui se met à rigoler. On sait, et d'ailleurs on se lamente souvent, que l'argent est roi dans notre monde. De nombreux riches et des parvenus en usent et en abusent. Il peut même arriver que certaines personnes s'autoproclament victimes par appât du gain. On ne donnera pas de nom, évidemment. Mais si l'argent est roi, que dire alors de la bêtise humaine qui, elle, semble souvent encore plus inépuisable que la richesse? C'est du moins ce que pense un certain Jacques Généreux, auteur français qui a sorti l'année dernière un livre aux éditions du Seuil sous le titre comique suivant « La déconomie », D-E-C-O-N-N-O-M-I-E. Je vous fais l'économie de l'explication de ce mot. Simon-Pierre Savard-Tremblay, vous nous en parlez. Bonjour JPT. Bonjour, vous avez pu respirer un peu là? Vous êtes oui, absolument. Haletant et complètement suant, là, vous êtes tout à fait élégant. Complètement suant, faut un peu pousser, suant quand même. Imaginez l'image que vous mettez dans la tête de nos auditeurs à ce moment. Mais vous êtes un charmant garçon, ne vous en faites pas. Oui, bien sûr. Vous avez lu, donc, c'est un livre qui est sorti en novembre dernier, non? Oui, absolument. D'ailleurs, je m'en suis rendu compte un peu tardivement, mais quand je me suis rendu compte que ce livre était sorti, je l'ai immédiatement demandé. Il m'a été très rapidement expédié. Et vous en avez parlé dans votre blog du Journal de Montréal. Exactement. Ben écoutez, il n'y a plus rien à dire, tout ça. On n'a qu'à lire votre blog et on ferme l'émission. Il y en a quand même d'autres choses à dire. Bon, allez-y. Il y a dans ce courant-là, parce que Jacques Généreux, en fait, c'est une des figures de proue chez les économistes français de ceux qu'on appelle les économistes hétérodoxes. Donc, qui ne se réclament pas de la pensée dominante. Mm-hmm. On pense à lui, mais pour nommer les plus connus, d'abord, il y en a un paquet, mais pour en nommer d'autres très connus, il y a le fameux Frédéric Lordon, le fameux Jacques Sapir aussi, qui font aussi beaucoup parler d'eux. Au Québec, on a eu longtemps Gilles de Staller aussi, qui est un professeur à l'UQAM. Est-ce qu'on peut dire vulgairement qu'ils sont à gauche, ou ça n'a rien à voir? C'est plus une question de gauche-droite? Écoutez, vulgairement, on les classerait comme ça la plupart du temps. Oui. Remarquez, il y a aussi eu des hétérodoxes qui n'étaient pas nécessairement à gauche. C'est pas une question de gauche-droite, en fait. C'est que dans la science économique, comme elle s'est incarnée de manière dominante, d'abord, le fait de parler de science économique... C'est un contresens? Implique d'abord que on veut accorder aux postulats qui sont posés des lettres de noblesse scientifique. Autrement dit, qu'il y aurait des formules mathématiques, qu'il y aurait des lois inamovibles, invariables, universellement valables. Et l'idée de parler de science économique, c'est une manière aussi de la distinguer, d'en faire une science propre et autonome des autres. Comme de la psychologie, de l'anthropologie, de tout ça? Écoutez, voilà, comme si l'économie, finalement, pouvait être traitée comme une sphère séparée de la sociologie, de la science politique, de la psychologie, de l'anthropologie, comme vous les avez nommés. Et donc, Jacques Généreux, dans La déconomie paru aux éditions du Seuil, dit que non, tout ça est lié, et il s'en prend justement à tous ces tenants de la science, de ce qui s'appelle la science économique. Écoutez, il s'en prend à la déconomie actionnariale, comme il l'appelle. Ça veut dire quoi, ça? Ça, c'est cette espèce de montée des actionnaires un peu partout, cette financiarisation de l'économie qui fait que les compagnies, finalement, sont désormais possédées, sont désormais prises en contrôle et vendues en espace d'un clic sur Internet, où les espaces de décision sont sortis de l'organisation productive elle-même. Est-ce qu'on parlerait de déficit démocratique dans ce sens-là? On peut dire ça, bien entendu, parce qu'il n'y a que l'appât du gain. Puis il parle aussi de la déconomie européenne et de la déconomie française. Déconomie, pardon, ça vient de déconner, c'est ça? Déconner et économie. Ah, d'accord. Bon, ça y est, le gros mot a été lâché. Par exemple, on s'en excuse. Écoutez, l'Union européenne, on en a parlé quelques fois et je pense qu'on n'a pas fini d'épuiser le sujet. C'est ce modèle fondé sur une monnaie unique, mais qui d'aucune manière n'avait les conditions qui pouvaient permettre cette monnaie unique-là, avec des pays aux structures différentes, avec le fait qu'il n'y avait pas de budget fédéral réellement en mesure de soutenir cette monnaie commune. Bref, que les conditions n'étaient pas réunies pour mettre en place une telle monnaie unique. D'ailleurs, c'était peut-être plus possible, c'était peut-être plus facilement faisable à six pays membres de la zone euro, mais avec l'extension qu'il y a eu après la fin de la guerre froide, c'est autre chose. Et la rapidité de l'extension peut-être surtout. Ah oui, c'était brutal. Et l'économie, l'Europe marché a supplanté l'Europe politique. Et voilà, oui, complètement. Disons que l'Europe politique, aujourd'hui, est une construction que je dirais davantage technique que politique, c'est-à-dire qu'il y a des commissions d'experts qui imposent les postulats de ce marché-là aux États membres. Je reviens sur une remarque que vous avez faite, Simon-Pierre Savard-Tremblay. Vous nous parlez de la déconomie de Jacques Généreux, paru aux éditions du Seuil. C'est combien de pages d'abord? Ça a l'air épais. Attendez, je vais vous dire ça 400 pages au moins?
Alors, c'est environ 400 pages. Oui. C'est lisible? 405 pages pour être. Est-ce qu'il faut être intelligent comme vous ou est-ce que moi je peux le lire aussi? Ben écoutez, je pense que vous êtes assez intelligent vous aussi. Un peu, oui. Donc, je vous dirais que c'est Jacques Généreux, sa principale force, par exemple par rapport à un Sapir ou à un Lordon dont je vous parlais tout à l'heure, c'est d'être un vulgarisateur hors pair. Il est extrêmement compréhensible. D'ailleurs, ses livres de base pour expliquer l'économie, c'est d'habitude ce qui est suggéré aux étudiants en économie dans la plupart des cours dans le monde entier. Là. Ah, d'accord. Ils suivent des cours, surtout ceux qui ne sont pas en économie eux-mêmes, mais qui vont prendre un cours d'intro à l'économie. D'habitude, on suggère des petits livres de Jacques Généreux pour expliquer tout ça. Là. Et tire à boulet rouge donc sur cette pensée économique moderne, ce néo-ultralibéralisme. Quelle est la vision qui repose en bonne partie sur des fictions et des artefacts statistiques. Et aussi sur une vision de l'homme qui est tronquée ou partielle. Est-ce que c'est une vision de l'homme qui n'est mue que par l'appât du gain ou est-ce que l'homme ça simplifie énormément? Serait un agent rationnel selon la théorie libérale, la théorie classique, comme on l'appelle. Serait un agent rationnel qui serait en mesure de calculer par lui-même systématiquement où se trouve son intérêt. C'est un peu normal, non? L'intérêt est la mesure de toute action. Mais c'est supposé que l'information est toujours parfaite. C'est supposé que l'agent lui-même est toujours conscient du sens de son intérêt. L'homme est toujours mu par son intérêt. Il peut se tromper parce qu'on le trompe ou les données sont trop complexes, mais il est toujours mu par son intérêt. Écoutez, à moins de s'appeler Jésus-Christ. Je vous dirais, vous savez que la théorie libérale, en bonne partie, prétend que le fondement des rapports économiques dans l'histoire, c'est le troc. Donc, justement, l'échange motivé par l'intérêt. Le troc TRUCK pour les troqueurs? Non, pas tout à fait. Le troc TROC. Ah, vous parlez à la France. Or, c'est prouvé que c'est faux. Ouais. C'est prouvé que c'est faux. Ah bon? La véritable base, depuis Marcel Mauss au début du 20e siècle, qui est un anthropologue et sociologue, c'est que les sociétés, à la base, sont fondées sur le don et le contre-don. Donc, l'obligation de donner, d'accepter et de rendre. Donc ça contredit complètement le néolibéralisme. Complètement, alors. Justement, c'est de montrer que ces structures-là libérales ne sont aucunement innées dans la nature humaine, contrairement à ce que la pensée libérale va prétendre. Parce que la pensée libérale prétend que l'être humain est foncièrement, en lui-même, mué par son intérêt, par son égoïsme. Or, c'est faux. Ce n'était pas à la base des origines. Je peux même vous en dire plus. Vous savez, Aristote parlait en son temps d'oikonomia et de crématistique. De crématistique. La crématistique, c'est l'art individuel et égoïste de faire de l'argent. D'où ça, étymologiquement, crématistique, ça veut dire quoi? Écoutez, je fouillerai les origines précises. Parce que économie, ça je sais, c'est la loi de la maison. Oikos, c'est la maison. Et voilà. Et nomos, c'est la loi. Sauf qu'au fil des siècles, le terme d'économie, qui renvoyait à autre chose, qui était la loi de la maison, comme vous l'avez dit, a été finalement accordé à la crématistique. Il y a eu une inversion pas une inversion des sens parce que le terme crématistique est disparu, mais le sens originel du mot économia est plutôt en opposition avec ce qu'on appelle l'économie aujourd'hui. Alors évidemment, c'est Hobbes qui triomphe, Thomas Hobbes au XVIIe siècle, où l'homme est un loup pour l'homme, qui triomphe d'Aristote, où l'homme est un animal sociable, un animal politique et altruiste. Mais justement, vous parlez de Hobbes, mais à cette période-là, c'était la mode chez ces penseurs libéraux-là de toujours débuter leurs œuvres par des réflexions sur la nature humaine, ce que serait la nature humaine, et c'est toujours la conviction que la nature humaine n'est pas bonne en soi. C'est toujours vers ça que ça finit par être. Alors que les économistes d'aujourd'hui ne parlent pas, ils ne commencent jamais avec l'homme est comme ci, il est comme ça. Non, on constate que c'est réglé, parce que quand on est la science, on ne discute pas de postulats. Bon. Évidemment, oui. Vous savez, par exemple, il y a un paquet de fraudes aujourd'hui, d'artefacts statistiques qui nous sont mobilisés par les économistes contemporains pour nous laisser entendre que plus on va vers une libéralisation accrue, plus les sociétés sont gagnantes. Or, c'est en grande partie faux. Ça ne tient pas souvent la route. Mais c'est pas entièrement faux. Si vous dites en grande partie, c'est pas entièrement faux. C'est une question de mesure. Ben, je vais vous dire, par exemple, quand on laissait entendre aux pays que s'ouvrir sur la mondialisation serait garant d'un accroissement de la production. Oui, il y a eu un accroissement de la production. Il y a des pays qui s'en sortent très bien. Mais d'abord, c'est très dur de préciser d'établir la corrélation entre la libéralisation du commerce et cette hausse de la production. Mais la plus grande erreur, c'est de considérer que la hausse du PIB traduit cette amélioration de la production. Puis je vais vous dire pourquoi. C'est que le PIB, il ne prend en compte que ce qui est marchand. Donc, souvent, c'est des activités qui existaient déjà,
mais qui n'étaient pas présentes dans la sphère marchande. Par exemple, c'est des activités qui ont gonflé. Je veux dire, le chiffre d'affaires a gonflé. Attendez, je vais vous dire, par une exemple, amélioration. une activité, par exemple, une compagnie qui, pour contourner les lois du travail, comme ça s'est beaucoup vu depuis les années 80-90, va se mettre à sous-traiter. À partir du moment où elle sous-traite, c'est une activité marchande. Alors que souvent, c'était des activités, lorsqu'elles n'étaient pas sous-traitées, qui se passaient à l'interne, qui n'étaient donc pas comptabilisées par le PIB. Donc, parce qu'une activité devient simplement marchande, mais qu'il n'y a rien de nouveau foncièrement, on considère qu'il y a une hausse du PIB. Et je vais vous dire même plus, si vous me permettez, je vais vous lire une formidable citation de Robert Kennedy sur le PIB. Et là, ça, c'est le frère de JFK? Oui, alors qu'il était candidat à la présidentielle. C'est même surprenant qu'un candidat dans un des grands partis aux États-Unis, le Parti démocrate, et puis aux primaires démocrates, je précise, il n'a pas eu le temps d'être investi. Elle fait une critique aussi radicale du PIB. Alors, il nous disait, notre PIB prend en compte dans ses calculs la pollution de l'air, la publicité pour le tabac et les courses des ambulances qui ramassent les blessés sur nos routes. Tout ça, c'est comptabilisé dans le PIB? Oui. Il comptabilise les systèmes de sécurité que nous installons pour protéger nos habitations et le coût des prisons où nous enfermons ceux qui réussissent à les forcer. Il intègre la destruction de nos forêts de séquoias ainsi que leur remplacement par un urbanisme tentaculaire et chaotique. Il comprend la production de napalm, des armes nucléaires et des voitures blindées de la police destinées à réprimer des émeutes dans nos villes. Il comptabilise la fabrication du fusil Whiteman et du couteau Speck, ainsi que les programmes de télévision qui glorifient la violence dans le but de vendre les jouets correspondant à nos enfants. Oui. En revanche, le PIB ne tient pas compte de la santé de nos enfants, de la qualité de leur instruction, ni de la gaieté de leur jeu. Il ne mesure pas la beauté de notre poésie ou la solidité de nos mariages. Il ne songe pas à évaluer la qualité de nos débats politiques ou l'intégrité de nos représentants. Je sais où vous allez devoir vivre. Vous avez fini votre citation? C'est presque fini. Il ne reste qu'une phrase. Il ne prend pas en considération notre courage, notre sagesse ou notre culture. Il ne dit rien de notre sens de la compassion ou du dévouement envers notre pays. En un mot, le PIB mesure tout, sauf ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. C'est beau quand même. C'est très bien, c'est une très longue phrase pour terminer, Simon-Pierre Savard-Tremblay. Il écrivait bien en français, Robert Kennedy, je trouve. Laissez-moi penser que c'est une traduction. Vous savez-vous, on va vous envoyer dans un pays, avec tout ce que vous dites de séditieux, je vais vous dire, on va vous envoyer au Bhoutan. Vous savez où est le Bhoutan? C'est au nord-est de l'Inde. Oui, je sais où est le Parce Bhoutan. qu'en 1970, il y a le roi du Bhoutan, c'est une monarchie, avait décrété le bonheur national brut. Ça vous dit quelque chose, ça? Oui. Il y a 47 ans maintenant, il avait dit, voilà, la PNB, non, c'est BNB. Rien à voir avec Airbnb, c'est le bonheur national brut. Je n'ai pas ça, c'est votre théorie, ça, non? Bhoutan, mais je suis pas certain que ça a été mis en place véritablement. Revenons à Jacques Généreux et sa économie paru aux éditions du Seuil. Alors, les choses vont mal, les économistes se prennent pour les scientifiques, etc. Est-ce qu'il y a des correctifs? Est-ce qu'il y a des antidotes à ces dérives que vous dénoncez? Ça dépend si vous me demandez au niveau des politiques économiques, doivent-elles changer? Oui, mais dans le cas c'est avant tout dans la science économique qu'il faut que ce courant dit orthodoxe prenne les devants. Parce que une vision qui ne fait du marché qu'une espèce d'institution autonome, d'une espèce d'institution qui est détachée de tout, comme si ce marché en question-là n'était pas encadré par d'autres institutions. Oui. C'est frauduleux. Ça repose sur une fraude intellectuelle. Et ça repose pas non plus sur une hypertrophie d'une discipline humaine au détriment de toutes les autres. Est-ce que c'est pas une question de culture générale, en un sens? En un sens, oui, parce que comprendre véritablement l'économie, l'économie, les rapports économiques sont des rapports de société. C'est ça, voilà. Donc, un paquet d'autres disciplines qui nous aident à les comprendre aussi. Exactement. Puis tout ça mis ensemble devrait, semble-t-il, donner une discipline pour comprendre l'économie qui est beaucoup plus solide, beaucoup plus forte que de s'en remettre à finalement une branche bâtarde des mathématiques. Je sens qu'on va avoir des coups de fil bientôt d'économistes qui seront en furie avec vous, mais écoutez, alors... vous allez vous défendre. Vous savez, mon co-directeur de thèse, qui est un économiste hétérodoxe à Paris, Jacques Sapir, dont je vous ai parlé un peu plus tôt, il avait écrit un livre qui s'appelait « Économistes contre la démocratie » et il disait en conclusion de son introduction,
il disait le fait que les économistes dominants soient encore en vie est un signe que la bêtise ne tue pas, et on sera porté d'ajouter malheureusement. Et c'est une preuve de l'immortalité de l'âme. Oui, le ridicule de la bêtise ne tue pas, ça veut dire qu'on est immortel. Vous dites dans votre blog, pour terminer, blog dans le Journal de Montréal, Simon-Pierre Savard-Tremblay, que le commerce pourrait à nouveau être civilisé, mais il faut réhabiliter le politique. Absolument. Bon, un politique axé sur une transcendance, sur une verticalité, ou on dit tellement de choses du politique, presque comme antidote à l'économique. Oui, mais je vais vous retourner un peu de sens. Je vais retourner ça comme une crêpe. En fait, c'est ouais, ça donne faim. La crêpe. Oui, non, peut-être. Vous m'avez déstabilisé avec ça. Non, c'est pas le crêpe. C'est que l'économie, là, à partir du moment où elle devient scientifisée, à partir du moment où elle devient technique, parce qu'il y aurait des postulats scientifiques, par conséquent, ça implique sa dépolitisation. Parce qu'on nous dit il ne faut pas que des êtres humains issus des urnes, donc des êtres humains qui ne comprennent pas la science, qui ne versent pas là-dedans, qui ne sont pas experts là-dedans, et qui par conséquent veulent se faire réélire, qui veulent y chercher, finalement, qui n'ont pas à cœur la science économique avec un grand S et avec un grand E. Par conséquent, il faut leur enlever des mains. C'est la tendance moderne de l'exertocratie. C'est pour ça exactement, c'est pour ça qu'il faut le donner à des commissions parallèles, ou à des banques centrales qui ne sont pas encadrées par le politique, à des accords supranationaux, à des organismes supranationaux, bref, n'importe quoi sauf le politique qui serait foncièrement corrompu. En 30 secondes, Simon-Pierre Savard-Tremblay, vous parliez de Gilles Dostaler qui était au Québec le héros H-E-R-A-U-T de cette critique. À part vous, maintenant, est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui tient un discours comme ça au Québec, ou êtes-vous le Dostaler bis? Écoutez, ou est-ce que Dostaler est le proto-Savard-Tremblay? Je ne prétendrai jamais avoir l'envergure que Gilles Dostaler avait. La question n'est pas là, bien entendu, mais pour répondre... Êtes-vous nombreux à défendre ces points de vue? Alors, oui, il y en a certains. Oui, il y en a certains. Je dirais que de plus en plus, il y a une remise en question des postulats officiels, à commencer par le PIB dont je vous parlais tout à l'heure. Même Nicolas Sarkozy a ouvert la porte à un changement de paradigme par rapport au PIB. Merveilleux. Simon-Pierre Savard-Tremblay, merci beaucoup. Merci à vous. À une prochaine. Voilà, c'est la fin de l'émission. Alors, la d'économie de Jacques Généreux, paru aux éditions du Seuil, 400 pages, très lisible, paraît-il. Voilà, demain, crise des médias et démocratie, et ensuite José Blanchette et le cancer. À la régie, Daniel Fortin, ici Jean-Philippe Trottier, je vous dis à demain et vous invite entre-temps à rester à l'antenne de Radio-VM.